Bonjour à tous, merci d'être venus assister à ce débat des GECO de premier après-midi de la manifestation. Le sujet qu'on va tenter de traiter en 90 minutes, mais on n'y arrivera pas, c'est sûr. C'est un sujet qui est central dans la théorie économique et dans la vie économique, c'est le sujet du partage capital-travail. Voilà, on a vu qu'il revient sans cesse dans les sujets de l'actualité, très récemment avec les revendications, les raffineries, les grèves dans les raffineries par exemple, avec les polémiques sur les super profits, avec l'inflation qui vient dégrader le pouvoir d'achat. Donc toutes ces questions sont liées à celles du partage capital-travail. Pour en parler cet après-midi, on va essayer au moins de cadrer un petit peu le sujet et d'apporter quelques éléments de réponse. Donc j'ai avec moi Patrick Artus, qui est conseiller économique de Natixis et qui est professeur d'économie à PSE. Philippe Askenezi, directeur de recherche au CNRS. Et Cécile Duflot, que vous connaissez déjà pour ceux qui étaient là ce matin, qui est donc directrice générale d'Oxfam et d'Oxfam France, pardon. Et nous avons également deux personnes qui seront avec nous à distance. Donc Lucas Chancel, qui travaille aux côtés de Thomas Piketty au laboratoire sur les inégalités. Et un peu plus tard, car il est retenu sur une réunion, nous devrions avoir avec nous Thibault Langsade, qui est le patron d'une entreprise du numérique qui s'appelle Numines et qui est également, et surtout c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, ambassadeur de la mission sur la participation, l'intéressement, et qui est le théoricien du dividende salarié. Voilà, donc pour démarrer le sujet, je propose qu'on pose des éléments de constat. Donc je me tourne vers vous, Patrick Artus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, quel constat on peut faire sur l'évolution du patrimoine et des revenus? Les études récentes dont on dispose semblent montrer que les patrimoines progressent beaucoup plus vite que les revenus. Et d'ailleurs, hier, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu voir que les dividendes du CAC 40 ont atteint un chiffre record en 2021. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu d'historique et nous dire aujourd'hui où on en est sur ce partage? Oui, bonjour à tous. Eh bien, je vais commencer par les revenus et peut-être dans un second temps m'intéresser au patrimoine. La France est un cas très particulier la France est un cas très particulier d'inégalité de revenus, puisque les inégalités de revenus avant redistribution, c'est-à-dire avant toutes les politiques redistributives, toutes les politiques fiscales, toutes les politiques de transfert de revenus, sont extrêmement élevées, et que les inégalités de revenus après redistribution sont extrêmement faibles. Et donc c'est un cas particulier, c'est un cas extrême de l'écart entre ces inégalités de revenus avant et après redistribution. Alors cela n'est pas une situation, je crois, cela n'est pas une situation extrêmement favorable, puisqu'il faut financer un très grand écart entre les inégalités de revenus avant et après redistribution. Il y a une nécessité de mettre en place une fiscalité extrêmement forte. Et cette fiscalité est forte, et particulièrement forte sur les entreprises. On a des impôts de production, on a des cotisations sociales d'entreprises extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que dans les autres pays européens ou dans les autres pays de l'OCDE. Et ceci crée un problème de compétitivité coût de l'industrie, des entreprises françaises. Donc je crois qu'il serait préférable de mettre en place une situation différente, qui serait une situation où les inégalités primaires de revenus seraient plus faibles. Les inégalités primaires de revenus, c'est les inégalités de revenus avant les politiques redistributives. Et donc ce sont celles qui sont très élevées en France. Et donc une situation d'inégalité primaire de revenus
plus basse, hein, et permettrait d'une part d'avoir une pression fiscale, en particulier sur les entreprises plus faibles, hein, puisqu'il faudrait compenser un écart plus faible entre les inégalités de revenus après et avant répartition. Probablement permettrait de corriger un défaut tout à fait considérable du modèle social, du modèle économique français, qui est le taux d'emploi tout à fait faible. Le taux d'emploi faible est très corrélé au niveau élevé des inégalités de revenus avant redistribution, hein, donc, et c'est une anomalie tout à fait claire du modèle social français. Le taux d'emploi, donc c'est la proportion des salariés qui ont un emploi. Le taux d'emploi, par exemple, en France est 8 points inférieur au taux d'emploi en Allemagne et 10 points inférieur au taux d'emploi dans les pays nordiques ou dans les pays scandinaves. Et donc, moi, je pense qu'il serait préférable de faire évoluer notre modèle économique, notre modèle d'emploi vers l'obtention d'un taux d'emploi plus élevé, ce qui permettrait de réduire la taille des politiques redistributives, de baisser la pression fiscale et d'améliorer la compétitivité des entreprises. Mais enfin, retenons ce premier point, la particularité du modèle social français, hein, c'est des inégalités de répartition, des inégalités de revenus avant politique de répartition, avant politique distributive extrêmement élevée, et après politique de redistributive, politique de répartition tout à fait faible. Alors, deuxième point de cette brève introduction, je pense qu'on va on va subir un mouvement extrêmement important des inégalités de revenus en France, qui est lié à la transition énergétique, alors qui est lié pour l'instant, de façon un peu accidentelle, à la guerre en Ukraine, à la hausse très forte des prix de l'énergie, mais qui sera lié beaucoup plus structurellement à la transition énergétique. Aujourd'hui, les 20% de Français au bas de l'échelle des revenus dépensaient, avant la guerre en Ukraine, dépensaient 20% de leurs revenus en énergie. Et probablement, au fur et à mesure de la transition énergétique, on va avoir une hausse des prix de l'énergie, hein, une hausse des prix de l'énergie qui est liée essentiellement à ce que les énergies renouvelables sont intermittentes, hein, et donc on ne produit les énergies renouvelables qu'une fraction du temps. Et donc, il faut plus de capacité dans les énergies renouvelables. Il faut stocker l'électricité, par exemple, qui est fabriquée avec des énergies renouvelables. Et donc, on va avoir progressivement, et tout à fait indépendamment de la guerre en Ukraine, une hausse progressive de l'énergie, et qui probablement va avoir l'effet de multiplier par 2,5, les estimations sont relativement incertaines, le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, donc, qui était autour de 50 € le mégawattheure, sera autour probablement, au terme de la transition énergétique, de 120, 130 € le mégawattheure. Ceci implique que si on ne met pas en place de politique fortement redistributive, les 20% de Français qui payaient pour l'instant 20% de leurs revenus en énergie paieraient autour de 50% de leurs revenus en énergie, ce qui est tout à fait inacceptable. Et donc, indépendamment de toute considération d'indexation des revenus, il va falloir mettre en place des politiques extraordinairement fortes de répartition, de redistribution, hein, de re-répartition des revenus. Et cela étant, je n'utilise dans mon exemple que le prix de l'énergie, et on pourrait utiliser aussi la hausse probable du prix de l'alimentation, etc. Donc la nécessité, il y aura une nécessité extrêmement forte de mettre en place des politiques ultra redistributives, et
forcément, ça provoquera un changement complet des politiques distributives qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, je laisse la parole à Philippe Askenazy. Non, je laisse juste un mot. Je laisse la question des inégalités patrimoniales sur lesquelles nous viendrons après. Mais je crois que vraiment, il y a énormément à gagner à changer, à faire monter, à augmenter le taux d'emploi en France. Si nous ne faisons pas augmenter le taux d'emploi, nous restons à un taux d'emploi faible. Et donc, à nouveau, le taux d'emploi, c'est la proportion de la population qui a un emploi. Cela nous créera et nous crée déjà une véritable difficulté pour la compétitivité de la France, un véritable supplément d'impôts. Et je crois qu'il y a un instrument extraordinairement utile de redistribution et de redistribution des inégalités primaires, qui est la hausse du taux d'emploi. Philippe Askenazy, est-ce que vous êtes d'accord que le taux d'emploi est la variable sur laquelle il faut agir ? Alors, je ne suis pas totalement convaincu. Alors, disons que sur le point de départ, sur le fait que la transition que l'on va devoir connaître implique dès à présent de se poser la question de la répartition des richesses dans notre pays. Donc, sur ce diagnostic-là, je pense que nous avons un point commun. Je pense qu'on peut rajouter sur la question du taux d'emploi, c'est que pour réussir cette transition ou cette bifurcation, il va falloir des bras, beaucoup de bras. Et donc, fondamentalement, il va falloir mobiliser le monde du travail. Il y a beaucoup de jeunes là aujourd'hui. En fait, votre horizon est quand même pas le chômage, pas des taux d'emploi très bas, etc. Non, votre horizon est de participer à ce changement profond du fonctionnement de nos économies. Mais si on revient sur la question aujourd'hui du partage des richesses, d'ailleurs le titre même de la session c'était partage capital-travail, ce dont n'a pas parlé Patrick Artus, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un diagnostic commun. Or, je pense fondamentalement que la France n'est pas un pays particulier. Les niveaux des inégalités primaires sont élevés en France, mais d'une certaine manière, la France a été rattrapée par un certain nombre de pays. Le niveau allemand s'est très fortement rapproché du niveau français. La France, qui était peut-être une anomalie il y a 20 ans ou 25 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus véritablement non plus une anomalie en termes de puissance de l'outil redistributif. Une fois qu'on a sorti les retraites, il y a le cas particulier des retraites, la France, entre guillemets, ne dépense pas plus que d'autres pays pour courir après cette augmentation des inégalités primaires de revenus. Donc à nouveau, primaire, c'est ce que vous touchez dans votre poche lorsque vous êtes salarié ou entrepreneur individuel, ou bien ce que vous gagnez si vous êtes un pur rentier qui a des actions ou des obligations. Et donc il faut s'interroger sur aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le partage primaire, et c'est là où on peut avoir des éléments de solution que l'on verra peut-être après. Alors personnellement, je fais partie d'une ligne académique qui est en forme de structuration autour d'une réflexion d'un capitalisme de rente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sein de la question du profit, il y a des profits liés à l'innovation et puis de la rente tout simplement, qui est le fait que vous êtes placé par chance en quelque sorte sur un marché, ou bien que vous êtes donné un pouvoir de marché. Il y a peut-être beaucoup d'étudiants de sciences économiques et sociales particuliers. Et d'une certaine manière, l'actualité va me permettre de développer un exemple. Donc il y a aujourd'hui des grèves, entre guillemets, des laboratoires d'analyse médicale. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui y travaillent ou bien qui sont du patronat de ces secteurs. Mais il est vraiment illustratif de ce qu'est aujourd'hui une économie de rente. On est passé d'un secteur qui était un secteur d'activité libérale où il y avait un très grand nombre d'indépendants dans ce type de laboratoire, à une structuration autour de grands pôles puissants, donc des acteurs capitalistes qui sont à la fois
d'un capitalisme financier ou bien d'entrepreneurs qui ont su flairer le bon filon et qui ont fait fortune, c'est-à-dire ce qu'on décrit par ailleurs, ce capitalisme financiarisé d'un côté et puis cette accumulation et ces patrimoines qui peuvent se faire. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a des acteurs qui sont en situation oligopolistique, qui limitent la concurrence et en tirent auprès de vous, patients consommateurs, des surplus, et ces surplus, on peut les qualifier de rentes, de la même manière d'ailleurs que les super profits, en fait ce sont des rentes que l'on a sur la nature, qu'ont les pétroliers sur la nature. Là, c'est des rentes que l'on a sur vous et sur votre santé et sur le système de santé socialisé français. C'est aussi un exemple de rente qui est pris sur les travailleurs, puisque on a, lorsque vous êtes laborantin dans ce type d'entreprise, vu qu'il y a finalement que peu de chaînes, eh bien, vous ne pouvez pas faire, d'une certaine manière, jouer la concurrence entre ces différents employeurs. C'est ce qu'on appelle le monopsone, et c'est aujourd'hui considéré par beaucoup de mes collègues anglo-saxons comme l'élément fondamental pour comprendre aujourd'hui le fonctionnement du marché du travail et le fait qu'on ne rémunère pas suffisamment le travail. Et donc, voilà, c'est juste un exemple. Et alors, vous voyez bien, ils font grève aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une grève des salariés, c'est une grève du patronat d'un cartel qui ajoute ce qu'on appelle le rent-seeking, désolé de l'anglicisme, qui est la volonté, en plus de ces rentiers, d'agir sur la décision publique, d'influer la décision publique en leur faveur. Et donc, je crois que lorsqu'on fait ce portrait, alors je pourrais faire la liste en quelque sorte très longue, eh bien, on a une lecture totalement différente du fonctionnement de nos économies. On voit qu'il y a en fait des dysfonctionnements profonds qui peuvent amener à des éléments de solution et qui permettent à la fois de lever des freins à une transition écologique, voire une bifurcation de nos économies, et qui aussi apporteraient des solutions immédiates à la question de la répartition primaire des revenus. Et là, je rejoins quand même Patrick Artus sur le fait que ça impose aux États de devoir corriger ces inégalités primaires. Commençons par lutter contre ces inégalités par des outils que, je pense, on discutera ultérieurement. Merci. Donc on parlera effectivement des solutions possibles. Cécile Duflot, vous êtes Oxfam se fait un des chevaux de bataille de cette organisation, c'est la lutte contre les inégalités. Et vous faites un constat assez accablant que le patrimoine progresse beaucoup plus vite que le revenu et que les inégalités s'accroissent en France, comme ailleurs d'ailleurs. Vous pouvez nous dire quels sont les chiffres que vous avez en tête? Alors Oxfam, c'est une organisation qui est née en Grande-Bretagne en 1942 et dont l'objet social était de lutter contre la pauvreté. Et si notre combat s'est élargi et centré sur la question des inégalités, c'est que nous avons constaté, je l'ai dit ce matin en parlant d'un modèle prédateur pour le climat, que ce modèle est un modèle qui n'arrive pas à réguler sa prédation de notre espace naturel, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de prédation de la biodiversité, mais aussi qui conduit à l'accumulation des richesses au profit des ultra-riches, et donc à l'aggravation des inégalités par l'envol des ultra-riches. Alors évidemment que c'est encore plus notable sur la question du capital que des revenus, c'est un débat qu'on a eu très souvent avec Patrick Artus, mais je l'entends avec intérêt expliquer que cette contention qu'on a réussi à maintenir, elle se relâche de plus en plus. De façon assez mécanique, quand vous faites des choix, et c'est ce qu'on avait écrit dans le rapport qu'on avait publié en 2017 qui s'appelait « Vers un quinquennat des inégalités », qui vise à diminuer la fiscalité des plus riches et à faire baisser les prestations sociales, notamment par la baisse de l'APL, on aboutit techniquement, j'allais dire presque mécaniquement, à une aggravation des inégalités qui a été documentée par l'INSEE. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'économie de la rente, qui est très juste, s'ajoute à ça ce qu'un milliardaire néerlandais appelle les gagnants de la loterie du sperme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ultra-richesses se reproduisent au bénéfice de leurs enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être milliardaire, c'est surtout être héritier. Et qu'au-delà de la question des milliardaires, mais qui sont quand même aujourd'hui détenteurs d'une grosse partie, c'est ce qu'a documenté Oxfam, et qu'ils ont bénéficié de l'absorption d'une grosse partie de la création de richesses,
il y a aussi une rente qui s'est créée autour d'un bien qui est pourtant un bien fondamental, et ça croise totalement la question du coût de l'énergie, qui est celui de la détention du patrimoine immobilier. L'INSEE a publié il y a quelques mois une première étude qui montre que dans certaines grandes métropoles comme Paris ou Lyon, plus de 50%, presque 60% des logements locatifs, donc mis en location classiquement, sont le fait de multipropriétaires, voire de multiples propriétaires, plus de 5 logements. Et donc on aboutit à cette situation où la rente va à la rente, avec une aggravation de cet écart. On le voit aussi au travers des rémunérations des plus grands patrons. Les écarts se sont accentués, et se sont accentués aussi parce qu'une grande partie de leur rémunération est liée à des résultats financiers de court terme. Donc en fait, on a un système qui manque de régulation, et dont on voit bien que sans régulation, en fait, il accroît les principaux défauts qui en font partie. Donc pour nous, c'est une question démocratique, c'est une question de fonctionnement de la société, c'est une question de justice tout simplement. C'est pour ça qu'on défend une réforme fiscale d'ampleur, et qu'on défend aussi le fait qu'il y ait un plafonnement des écarts de rémunération de 1 à 20, 1 étant le salaire médian, donc autant vous dire que c'est pas révolutionnaire, hein, mais pour permettre justement d'éviter cette espèce d'envol des inégalités au profit des 1%, voire 0,1% les plus riches, parce que souvent, dans les études, on compare les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, et là, l'écart peut être, suivant qu'on prend en compte tel ou tel niveau de redistribution, de 1 à 13 en revenu primaire, de 1 à 7 après redistribution, et de 1 à 3 si on intègre l'intégralité des services publics, et on dit, oh bah, un écart de 1 à 3, ça va. Sauf qu'en fait, ça masque des disparités qui sont beaucoup plus grandes au sein des 10% les plus riches. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de différence entre les 10% les plus riches qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Il y a une petite catégorie au sein de ces 10% les plus riches qui aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ça existe dans des pays du Sud aussi, hein, mais aussi en France, absorbe une grande partie de la richesse créée et crée une forme de tension sociale dont on a vu un certain nombre de manifestations ces temps précédents. Donc on viendra ensuite, j'imagine, sur les solutions, mais tout ça, c'est le résultat de choix ou de non-choix politiques de redistribution. Alors je ne sais pas si Lucas Chancel nous entend et s'il peut intervenir. Je vous entends. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Depuis Lyon. Donc est-ce que vous... par contre, nous, on ne vous entend pas très très bien, je crois. Est-ce que... voilà, c'est mieux. Merci. Voilà. Merci la régie. Est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez intervenir vous aussi sur le constat? Qu'est-ce que vous partagez de ce qui a déjà été dit et qu'est-ce que vous ne partagez pas? Eh bien, je vais intervenir sur la base des premiers propos de Patrick Artus. La question était, est-ce que en fait la France est cette énorme machine à redistribuer qui est face à une situation catastrophique du point de vue des inégalités dites primaires, hein, c'est-à-dire avant la redistribution, et qui, avec cette énorme machine redistributrice, arriverait à un pays où finalement les inégalités de revenus sont relativement faibles par rapport aux autres pays. C'était un petit peu... Je simplifie à gros traits, mais c'était un petit peu le schéma dessiné par Patrick Artus, qui a été, je pense, comment dire, remis en perspective par Philippe Askenazy, et qui disait, et je soutiens absolument cette vision, ça me semble important de le rappeler, que si on retire en fait de cette discussion, de cette réflexion, la question des retraites, et la question de l'assurance chômage, on n'a plus du tout ce panorama-là. Les inégalités primaires en France, hors question retraite et assurance chômage, ne sont pas significativement plus hautes en France que dans les autres pays européens et de l'OCDE. Et en fait, si on élargit un tout petit peu le prisme et qu'on regarde les États-Unis et la France, alors là, il n'y a vraiment aucune espèce de discussion. Les inégalités primaires ou les inégalités de marché sont bien plus fortes aux États-Unis qu'en France. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de parler de la question du chômage et du taux d'emploi. Et là, je rejoins totalement ce que disait Patrick Artus, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu du taux d'emploi en France. Il faut le régler.
Mais par contre, sur la question de la distribution des revenus du travail, entre ceux qui travaillent, qui sont sur le marché de l'emploi, qui ont des revenus, il n'est pas correct de dire qu'on passe d'une situation très inégalitaire avant impôts et transferts sociaux à une situation extrêmement égalitaire après. La France, là-dessus, se situe plutôt dans la moyenne des pays européens. Alors, sur la question du taux d'emploi, là-dessus, il faut quand même rappeler que là où on est particulièrement pas bon en France, c'est l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Et je pense qu'on reviendra sur les solutions plus tard, mais on peut quand même se poser la question de la logique, de la pertinence, de propositions de réforme du type augmenter la durée du travail, quand précisément on a un problème de taux d'emploi en France, et que ce problème est en partie dû à un problème on n'arrive pas à faire travailler les seniors. Donc peut-être qu'il faudrait se mettre à trouver des solutions pour faire travailler les seniors davantage, les réintégrer dans le marché du travail, plutôt que de demander à tout le monde de travailler plus longtemps. Ça, c'est un premier point. Ensuite, donc, mon propos introductif, c'était de dire, en fait, la France, une fois qu'on regarde on met de côté la question des retraites et la question des allocations chômage, et qu'on regarde entre travailleurs quel est l'effet redistributif de la France, et finalement là on ne voit pas d'exception française particulière de ce point de vue-là. Par contre, je voudrais insister sur le fait, et ça a été dit précédemment, c'est que sur la question du patrimoine, des inégalités de patrimoine, la France là, c'est quand même un pays où on voit une remontée assez marquée, assez forte des inégalités de patrimoine depuis 1980. Donc les 1% les plus aisés possédaient environ 16% de tout ce qu'il y a à posséder en France en 1980. On est passé à peu près 27% aujourd'hui, plus d'un quart. Donc il y a cette remontée très forte des inégalités de patrimoine dans un contexte où la masse totale des patrimoines, et ça c'est très important aussi, a considérablement augmenté. C'est-à-dire que en 1980, la masse totale des patrimoines était à peu près équivalente à 3 années de PIB. C'est-à-dire qu'on possédait en France collectivement l'équivalent de 3 années de production. Aujourd'hui, on possède collectivement l'équivalent d'environ 7 années de production, 7 années de PIB. C'est une hausse qui est extrêmement importante. Et cette hausse en soi, elle pourrait être très intéressante si tout le monde était devenu plus riche. Sauf que cette hausse s'est accompagnée d'une concentration de ces gains-là. Et là, je pense que je rejoins ce qui a été dit, c'est que s'il y a une priorité absolue sur laquelle mettre la focale, ce sont ces inégalités de patrimoine. Par rapport à la solution proposée d'augmenter l'actionnariat salarié et de dire, en fait, on ne peut surtout pas toucher à la question fiscale parce que tout ça, ça va décourager l'entreprise en France, et en fait, on a déjà trop d'impôts. Là, je pense qu'il faut aussi relativiser ces propos. D'une part, dire que sur le long terme, quand on regarde la France, mais aussi les autres pays, la fiscalité sur le capital a beaucoup moins d'impact sur l'investissement, sur l'accumulation du capital, sur les capacités d'un pays à croître économiquement, que ce qui a souvent été raconté dans les débats publics récents. Ça, c'est le premier point, assez général. Et si on regarde le cas particulier de la France depuis 2018, où on a fait des réformes visant à baisser le taux d'impôt sur le capital, on s'est rendu compte, maintenant on a un peu de recul pour évaluer ces réformes, qu'elles n'ont pas particulièrement permis d'accroître l'investissement des entreprises concernées par ces réformes sur la fiscalité du capital, ou d'accroître les salaires dans ces entreprises, ou les embauches, plus précisément. Par conséquent, dire qu'on ne peut pas penser la question fiscale pour traiter cette question des inégalités de patrimoine me semble aller un peu rapidement. Cela dit, et je vais conclure là-dessus, l'arme fiscale est à mon sens absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Sur la question
du patrimoine et de ces inégalités, comme sur la question des revenus et de ces inégalités. Il faut faire feu de tout bois, entre guillemets, à la fois via la fiscalité, mais aussi via le système éducatif, qui est au fond, sur le temps long, le meilleur outil de la puissance publique pour réduire les inégalités primaires, sauf qu'il faut les financer, ces services publics éducatifs. Et il y a aussi effectivement la question de la réglementation, et là je reviendrai plus longuement là-dessus peut-être par la suite, après juste pour dire que... Non, allez-y, voilà, finissez, mais on y reviendra après, ouais. Voilà, donc il y a l'actionnariat, il y a salarié qui est une proposition qui est sur la table, une autre proposition qui me semble plus à même de traiter les déséquilibres profonds dont on parle, parce que là on est vraiment sur des tendances lourdes, sur des tendances longues, qui ne pourront pas se régler, en mon sens, par une augmentation de la part de l'actionnariat salarié. Il me semble que les propositions du type augmentation de la représentation des salariés dans les organes de décision des entreprises sont plus à même de contrecarrer les tendances lourdes auxquelles on fait face sur la distribution, travail, capital, et je reviendrai davantage là-dessus si on a le temps par la suite de cette discussion. Okay. Merci. Je voudrais m'adresser à Thibault Langsat qui nous a rejoint donc, à distance. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Langsat, puisque vous êtes entrepreneur, qu'il est important de corriger ces inégalités entre le patrimoine et le travail, les revenus? Qu'est-ce que ça pose comme difficulté, ou est-ce que selon vous, la rémunération du capital, c'est une rémunération du risque et il faut la maintenir? Ah, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Ah voilà, ça y est, merci. Parfait. Bon, écoutez, si j'en prends la synthèse de votre question, c'est de savoir si la rentabilité est trop élevée, quels sont les éléments de comparables. Et quand vous évoquiez tout à l'heure 51 milliards de dividendes attendus au titre de l'exercice de 2021, ce sera à peu près, sur cette base-là, plus de 21 milliards qui seront redistribués aux salariés au travers des accords d'intéressement, de participation et d'abondement. 21 milliards, ce n'est pas une paille, c'est une vraie redistribution. Ça ne doit pas pour autant limiter les augmentations de salaire ou les négociations. Néanmoins, la redistribution au travers de ces dispositifs de dividendes de travail sont pertinents. Est-ce qu'il y a encore des inégalités? Oui, notamment dans les fonds d'investissement qui exigent des taux de retour sur investissement entre 12 et 15%. On voit bien aujourd'hui dans la tendance dans laquelle nous sommes que ces taux sont déséquilibrés par rapport à la situation actuelle et par rapport aux revenus que l'on peut avoir de l'entreprise. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on en parle relativement peu. On se concentre énormément sur les dividendes des grandes entreprises, mais il faut aussi regarder les inégalités qu'il y a au travers des investissements en equity, en capital dans les entreprises, avec des taux de rendement qui sont relativement élevés. Alors, ces inégalités, oui, elles sont un problème moral et puis de fonctionnement économique. Le problème moral, au moment où on demande à l'entrepreneur une responsabilité environnementale, une responsabilité sociale, une responsabilité, on va dire, sociétale, eh bien oui, nous avons une responsabilité sur le partage de la valeur et nous devons revoir l'ensemble de nos dispositifs permettant de mieux rétribuer l'ensemble des collaborateurs. Je pense que la notion d'apport en industrie, qui est la performance du travail, doit être mieux rémunérée. Et je pense que c'est tout l'enjeu du moment. Ce que Patrick Artus a soulevé et Lucas Chancel est tout à fait juste sur l'aspect macroéconomique. Il y a un autre sujet qu'il faut aborder, mais peut-être sous l'angle des entreprises, je ne sais pas si sous l'angle microéconomique, mais sous l'angle des entreprises, c'est que ces inégalités, elles posent problème pour les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que les rendements qu'il y a dans les grandes entreprises, les instruments de participation et d'intéressement qui sont plutôt liés aux grandes entreprises, provoquent des inégalités entre les entreprises. Quand vous allez dans une PME, il est plus compliqué de mettre en œuvre ces dispositifs, encore plus dans une TPE par rapport à une grande entreprise. Et au moment où la responsabilité d'un chef d'entreprise première, qui est de recruter, motiver, fidéliser ses collaborateurs, on voit bien que
le travail, le salaire sont des éléments importants et que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Et donc, revoir ces règles de rémunération permettra aussi de mieux se réétalonner. Vous avez beaucoup de collaborateurs qui se tournent sur les grandes entreprises parce que les avantages que peuvent donner ces grandes entreprises, eh bien, sont sonnants et trébuchants et probants sur un certain nombre, on va dire, d'éléments clés. Et donc, cette correction doit s'opérer par une meilleure répartition des richesses qui doit toucher toutes les entreprises. L'autre point... Ouais. Non, allez-y, continue. L'autre point, c'est que oui, il faut tout de même comprendre, et ça a été très justement évoqué, c'est que les amortisseurs sociaux que nous avons en France, hein, la protection sociale qui prélève à peu près 550 milliards par an, sont des amortisseurs sociaux extrêmement forts et qui aura tendance à lisser les inégalités entre les Français. Quand vous regardez l'Allemagne, vous avez un différentiel de charges d'à peu près 50 milliards pour un système de santé à peu près équivalent. Eh bien là, vous avez un dispositif qui est déséquilibré, auquel il faut être attentif. Et cette protection sociale a été très justement dite. Elle protège sur la retraite, sur l'assurance chômage et bien évidemment sur la santé. Et c'est un élément fondamental de notre équilibre, on va dire, en France. Enfin, peut-être le dernier point, puisque ça a été abordé, quand il y a eu des prélèvements, on va dire, complémentaires, et notamment, on y reviendra tout à l'heure, sur l'ISF, qui finalement a collecté relativement peu, hein, à peu près 3 à 4 milliards selon les années, avant que le modèle puisse monter en puissance. La contrepartie de ces 3 à 4 milliards prélevés, c'est une destruction que nous avons eue de nos entreprises de taille intermédiaire sur une période d'un peu plus de 30 ans qui aujourd'hui met à mal notre économie. Et donc, sous un vœu moral de pouvoir finalement taxer les plus riches, nous avons détruit de la valeur travail et nous avons détruit du capital et notamment souverain dans le contexte actuel. Il faudra aller plus loin et c'est tout l'objet du dividende salarié dont je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Avant de repasser la parole à nos intervenants, on a beaucoup de questions de la salle, notamment sur la question de la fiscalité. Par exemple, la dernière question qui vient d'arriver, c'est quel est l'impôt le plus juste et le moins pénalisant économiquement, celui sur l'héritage. Donc on arrive assez vite sur ce sujet, sur la question de la fiscalité. Patrick Artus, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est un bon outil et pourquoi ne pas y recourir davantage? Oui. Ce que je veux d'abord dire, je veux revenir sur la question du taux d'emploi. Je crois que la question du taux d'emploi est absolument essentielle. Si nous avions, par exemple, le taux d'emploi de l'Allemagne, nous aurions le choix entre, par exemple, avoir un excédent budgétaire ou faire disparaître tous les impôts et les impôts qui sont pénalisants pour les entreprises. Et ce sont certains impôts, par exemple les cotisations sociales des employeurs ou les impôts de production. Et donc la question du taux d'emploi est absolument essentielle. Et Lucas a tout à fait bien décrit le problème de faiblesse du taux d'emploi en France. La faiblesse du taux d'emploi, elle a 3 origines. Hein. C'est le taux d'emploi des retraités. Hein. On a un taux d'emploi uniquement de 35% des 60-64 ans. C'est le taux d'emploi aussi des salariés en âge normal. Hein. On a un taux de chômage 4 points plus élevé que l'Allemagne. Et puis c'est le taux d'emploi, évidemment, des jeunes. Hein. Le taux d'emploi des jeunes Français est très élevé. Donc la question du taux d'emploi est extraordinairement importante et on aurait une amélioration considérable de nos situations économiques si on arrivait à avoir un taux d'emploi plus élevé. J'en profite pour glisser une question quand même sur ce sujet. J'ai une question qui est le taux d'emploi en Allemagne est plus élevé qu'en France. Oui, je crois qu'on est d'accord. Oui. Hein. Oui. Mais on assiste quand même là-bas à une augmentation du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté. Oui, alors donc ça ne résout pas entièrement la question. Oui, alors je ne suis pas sûr que c'est complètement corrélé. Le taux d'emploi en Allemagne est plus élevé pour des raisons qui sont liées surtout au système éducatif. Et effectivement, il y a une hausse de la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté qui est liée aux grandes réformes
du début des années 2000, hein, du marché du travail en Allemagne. Je ne suis pas sûr que les deux évolutions soient corrélées. Voilà, trois petites choses, entre autres. Et donc, je crois qu'on aurait une économie extraordinairement plus efficace si on arrivait effectivement à faire les réformes de l'éducation et du système de formation professionnelle. Juste un petit message. Nous avons une très grande majorité d'économistes qui pensent que la fiscalité de l'héritage est une piste qui serait utile, et que monter la fiscalité de l'héritage est une façon de faire de la redistribution efficace. Cela étant, il y a un problème. Il y a un problème qui est probablement contournable, qui est que la hausse de la fiscalité de l'héritage est très impopulaire, mais c'est simplement... Mais deuxièmement, il y a un problème du tissu d'entreprises. La France manque beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Et par exemple, il y a 15 000 entreprises de taille intermédiaire en Allemagne, il y en a 5 000 en France, mais il y a simplement à peu près 1 700 qui sont véritables, qui sont pas des grands groupes, des grands groupes qui ont pris le statut juridique d'entreprise intermédiaire. Et je ne sais pas résoudre la question d'une part de rendre cohérent, d'une part, une hausse de la fiscalité de l'héritage, et dont on sait, du dernier rapport du Conseil d'analyse économique, qu'elle devrait porter essentiellement sur le patrimoine professionnel, et de la multiplication, et qui est tout à fait nécessaire, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont des entreprises qui délocalisent pas, qui ont des fonctionnements qui les ancrent sur les marchés du travail locaux. Et donc, je ne sais pas comment faire pour à la fois avoir une fiscalité des successions plus juste et plus équitable, et à la fois développer l'emploi dans ces entreprises intermédiaires. Cécile Duflot, je crois que vous vouliez réagir sur la taxation de l'héritage. Oui, je voudrais surtout réagir sur la dimension pas populaire. Évidemment, parce que quand on parle de la taxation sur l'héritage, et c'est d'ailleurs fait à dessein, tout de suite tout le monde se dit « Ah, on ne va pas pouvoir hériter du piano de mamie ». Et donc le sujet aujourd'hui, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Il est la taxation des super héritages. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire l'effet de concentration qui avait bien été décrit dans le livre de Thomas Piketty, notamment sur la question de la concentration de l'immobilier entre les mains de quelques-uns, et qui contribue et qui continue à s'accentuer. Donc se poser cette question-là, c'est pas se poser la question de tous les héritages. L'immense majorité d'ailleurs des gens héritent de très peu dans notre pays. Voilà. C'est une infime minorité. En revanche, c'est une infime minorité qui a très bien compris qu'il suffisait d'agiter le débat autour de la taxation des héritages en général pour le rendre impopulaire. Donc il faut dire qu'on est au-delà de 3-4 millions d'euros, et qu'en dessous, le débat ne se pose pas. À dessein, Oxfam, on a pris le choix de prendre une cuillère très large pour que, effectivement, 90% de la population quasiment se sente pas concernée par ce débat, parce qu'effectivement la base taxable et celle qui contribue à l'aggravation des inégalités, elle se trouve dans cette toute petite proportion. Donc je pense que oui, il faudra ouvrir ce débat, et que c'est pas anodin si on dit que c'est impopulaire, parce qu'à dessein on essaye de noyer le poisson autour de l'héritage de tout le monde, alors que le débat se centre sur quelques-uns. Non, mais Cécile, c'était pas mon argument. Hein. Pardon ? Ce n'était pas mon argument. Non, je sais bien que c'est pas ton argument, mais je dis pourquoi la taxation sur l'héritage est impopulaire, parce qu'on a le sentiment qu'on va vous piquer, oui c'est ça, le piano de mamie ou la 2 chevaux de papy, quoi. C'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Et en revanche, c'est un vrai sujet, parce que justement en agitant le fait que c'est impopulaire,
on empêche d'avoir ce débat sur la concentration du patrimoine qui a été bien posé par Lucas Chancel au profit des 1% et qui tend la situation de manière qui, sur certains biens, et je parle en particulier en connaissance de cause de l'immobilier, va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Ensuite, sur la question de l'ISF, je voudrais revenir sur ce point-là. Nous, avec Greenpeace, on a travaillé sur un ISF climatique justement pour utiliser la clé de tous ceux qui détiennent les clés d'action, à la fois sur la redistribution et aussi sur la transition écologique d'un certain nombre d'activités. Ce sont les financiers, on en a parlé dans la table ronde de ce matin, mais c'est aussi les propriétaires des entreprises et des grandes familles milliardaires qui détiennent un certain nombre de groupes familiaux qui ont une responsabilité qui peut être décisive. Et donc faire varier la fiscalité du patrimoine sur l'impact que ce patrimoine a sur la transition écologique est aussi une des clés qui permet justement de à la fois mobiliser des ressources et surtout des ressources plus importantes quand elles se font, quand le gain d'argent se fait sur un patrimoine financier qui est investi notamment dans les énergies fossiles. Donc la modulation de la fiscalité et la question des ETI est une question intéressante, mais là aussi elle est tout à fait possible, c'est pas binaire. Donc en revanche, la réutilisation de cet outil, parce que je ne vais pas reprendre ce que vous avez tous les deux dit et ce que Lucas Chancel a rajouté sur la nécessité de pas non plus être assoupi par l'idée que la France est un grand pays de la redistribution et puis c'est comme ça. Et que la France, parce que je peux vous faire, voilà, on n'aime pas taxer l'héritage et puis en France de toute façon on redistribue beaucoup et puis c'est quoi la troisième chose? Ah oui, s'il y a l'ISF, les riches vont partir alors que si on supprime l'ISF, ça va ruisseler et ça va favoriser l'investissement. Là maintenant on le sait, on l'a fait grandeur réelle, ça ne se passe pas. Et enfin, dernier point, c'est qu'on est beaucoup plus taxé en France qu'ailleurs. Notamment sur la fiscalité des entreprises, le débat est quand même beaucoup plus complexe que cette vision extrêmement simplifiée. Ce qui est certain, c'est que si on veut faire face aux chantiers qui sont devant nous, qui est celui extrêmement compliqué, là aussi on en a parlé ce matin, d'un monde qui doit à la fois s'adapter au changement climatique et essayer de prendre le virage le plus serré possible sur son modèle économique, ça ne se fera pas sans justice sociale. Et que donc la question de la redistribution, et c'est dit dans le dernier rapport du GIEC, est indissociablement liée à la question de la transition écologique. Et c'est aussi pour ça que Oxfam, en tant qu'ONG, s'est mobilisé sur cette question, parce qu'on a bien vu à quel point justement maintenir un système qui s'auto-embolise lui-même ne permet absolument aucun virage, parce que les intérêts deviennent beaucoup trop puissants. Et que donc la question de la régulation, c'est aussi la question de la volonté politique et de la capacité à mettre en œuvre une transition qui soit une transition juste. Et pour ça, l'outil de la fiscalité est ni plus ni moins qu'un outil, mais c'est sans doute, pour beaucoup de sujets, un des très efficaces, doublé de celui des services publics. Lucas Chancel l'a rappelé. C'est pour ça qu'un de nos grands rapports sur les inégalités s'appelait « Fortune privée ou service public », parce que le débat est bien là, et que la redistribution se fait de façon directe, elle se fait aussi par des services publics, notamment les services publics fondamentaux de qualité, et qu'on voit bien le débat qui se pose aujourd'hui autour de la pédiatrie, de la santé, mais aussi autour de l'école, qu'on a aussi perdu sur ce terrain et qu'il faut donc arrêter de vivre dans des espèces de bulles, de filtres sur ce que serait ou ce que ne serait pas la France, mais affronter la réalité de nos choix politiques et de leurs conséquences sur la vie réelle et sur la transition qui sera rendue possible ou non. Je crois d'ailleurs qu'il y a une table ronde demain matin sur le sujet des services publics. Philippe Askenazi, vous en pensez quoi de ce débat autour de la fiscalité pour réduire les inégalités? Oui, tout du moins la fiscalité des héritages. Je pense que c'est un débat qu'on rencontre là aussi dans la plupart des pays. J'y vois un petit peu comme Patrick Artus aussi aujourd'hui un obstacle démocratique. C'est-à-dire qu'on a construit quand même une société de propriétaires. Il y a une majorité des électeurs qui sont propriétaires de leur logement. Ça a été fait en France, disons de manière un petit peu involontaire, mais en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher avait une stratégie idéologique de créer une société de propriétaires, de vendre les logements sociaux à leurs occupants pour ainsi avoir une société fondamentalement conservatrice sur la question de l'héritage. Et il faut avoir en tête que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur perspective, ils savent bien qu'ils ont qu'une faible probabilité d'être dans ces 1%, mais ils ont, pour beaucoup d'entre eux, l'espoir d'atteindre ce 1%. Et donc c'est assez étonnant. Enfin, d'ailleurs, les républicains américains utilisent ça. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux Américains est-ce qu'au moment de l'héritage, vous pensez que vous serez dans les 1%
les plus taxés, eh bien, vous avez 40% des Américains qui disent oui, je vais être concerné. Et on n'a pas fait la même enquête en France, mais je pense que les républicains français, faisant la même enquête, obtiendraient à peu près le même type de résultat. Et pourquoi? Parce qu'on a fait une société où le succès est mis en avant, l'accumulation est mise en avant, et même du vivant. Et je crois que sur ce plan-là, donc on a un obstacle démocratique qui est certainement plus important que ce que vous pouvez imaginer. Et puis se pose la question donc du vivant également, parce que ce matin pendant la table ronde, vous parliez des super milliardaires américains, ça a été de leur vivant qu'ils l'ont accumulé, c'était pas des héritiers. Et comment ils ont accumulé? Là aussi, il faut. Moi, je suis pour une position radicale au sens prendre les questions à la racine. Vous citiez Cécile Duflot ce matin, le cas de milliardaires qui veulent envoyer des gens dans l'espace, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. C'est le recul de l'État américain, les commandes de la NASA, c'est-à-dire le passage du public au privé, qui ont fait de ces milliardaires des acteurs essentiels de la conquête spatiale. C'est une privatisation, en fait, de cette conquête spatiale. De la même manière que la question des services publics, c'est une privatisation des services publics qui ont aussi très, très, très largement favorisé des accumulations de leur vivant d'un certain nombre d'acteurs industriels en France. Et quant à la question de la rente liée au logement, eh bien, c'est aussi parce qu'on a eu pendant des années une politique insuffisante de construction de logements sociaux, de socialisation du logement, que l'on a une rente foncière aussi importante sur de nombreuses villes en France. Donc aussi revenir à la racine des difficultés et pas attendre en quelque sorte la fin de la vie, parce que vous voyez, Jeff Bezos, il a dit voilà, c'est simple, je vais pratiquement tout léguer à des associations caritatives. Vous voyez, alors que le problème est en fait dès aujourd'hui, c'est à nouveau leur puissance de marché qui joue sur un écrasement et qui participe d'une forme de conservatisme, même sur la question de la transition. Alors, je me permets un ultime mot. Je pense que la question des ETI, je ne vois pas le rapport avec l'héritage, parce qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une accumulation d'une génération à une autre pour avoir des ETI. Ça, c'est le modèle allemand qui, justement, est dans les pires difficultés aujourd'hui face à la nécessité de la transition et de la bifurcation écologique. La bifurcation écologique, elle va provoquer la naissance d'une nouvelle génération d'entreprises, de TI, dans de nouvelles activités. Et c'est plutôt bien pour un pays, finalement, de ne pas être celui qui a un héritage du passé. Et je crois que là, c'est plutôt, finalement, un avantage de la France. Dans le long terme, la France est plus jeune, la France a moins de ces ETI familiales enquistées dans leur secteur. Ce sont des opportunités qu'on doit mettre en avant. Thibault Langsad, si vous nous entendez toujours, car j'ai perdu l'image là du retour, comment vous réagissez à cette petite attaque sur les ETI? Est-ce que c'est important quand même pour un pays d'avoir des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises résilientes, puissantes? On ne vous entend pas. Ah voilà, ça y est, on a retrouvé le son. Je dis c'est une erreur magistrale parce que justement la robustesse du modèle allemand repose sur son Mittelstand. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Italie, parce que je vais parler d'un autre pays, qui a tout autant d'entreprises de taille intermédiaire, elle génère aujourd'hui l'excédent commercial italien, et c'est ce qui d'ailleurs la préserve face à son endettement massif et à sa situation économique particulière. Et donc, nous avons détruit tout simplement en France à peu près 7000 entreprises de taille intermédiaire. Et ce Mittelstand français qu'on aurait pu avoir façonne la relation interentreprise, elle façonne l'économie, elle structure le régional et le départemental. Et puis ensuite, quand vous êtes dans un investissement familial, plutôt patrimonial, l'unité de temps est beaucoup plus longue, les risques sont beaucoup plus mesurés, et par conséquent, les entreprises sont robustes. Et donc, voilà, je pense que c'est une attaque en règle sur les entreprises de taille intermédiaire et dont l'ISF a été la responsabilité de la dislocation de ces entreprises de taille intermédiaire sur l'impôt sur l'outil de travail qui a été exonéré, pas sur les détenteurs d'actions, et bon nombre de familles ont été contraints de vendre leur entreprise. Certaines ont été encore des succès industriels et d'autres se sont disloquées par l'usure du temps, par manque de structuration et de cohérence capitalistique.
Alors, Monsieur Langsat, puisque vous avez la parole, je voudrais enchaîner quand même sur les autres solutions ou pistes de solutions, parce qu'on voit que la question des inégalités, elle est bien plus profonde que ça, mais que sont les outils dont vous êtes aujourd'hui l'infatigable promoteur, tout ce qui touche à la participation, l'intéressement, le dividende salarié. Est-ce que c'est des outils qui peuvent aider à rétablir un tout petit peu, les deux fléaux de la balance? Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'impact économique et sur les inégalités? Sur l'impact économique, j'ai essayé de vous l'exprimer. L'intéressement, la participation, c'est-à-dire la redistribution qui est effectuée auprès des entreprises, représente à peu près 21 milliards. Ce n'est pas une paille à l'échelon de notre économie. Mais je pense que l'on peut redistribuer davantage, notamment dans les grandes entreprises. La redistribution, elle ne peut pas être l'apanage que des grandes entreprises. Il faut que ça puisse toucher toutes les entreprises. Et d'ailleurs, nous y venons. La mise en place de la prime partage de la valeur, dite prime Macron, est l'illustration de cette capacité et de cette volonté à mieux répartir la richesse. Et je pense que le meilleur instrument qui me semble être le plus juste, c'est la participation. L'intéressement est un salaire dont la rémunération est négociée par les parties prenantes de l'entreprise, par les salariés et la direction. C'est un salaire, certes soumis à une pression fiscale différente et contre-patronale et sociale différente, mais ça reste un salaire. La participation, dont le fondement de la formule de participation est basé au plus près du dividende, elle est une forme d'équité en entreprise. Et je pense qu'on peut aller plus loin par un doublement de la participation pour les grandes entreprises, qui est de supprimer le 1,5 qui structure cette formule de participation. Je pense qu'on peut étendre la participation aux entreprises de moins de 50 salariés, et puis pour les entreprises de moins de 11, là, il faut maintenir un dispositif unilatéral, simple pour le chef d'entreprise, qui est le prime partage de la valeur. Et puis, l'élément qui, pour moi, est fondamental, c'est quand une entreprise verse des dividendes, il faut bien évidemment qu'elle puisse verser de la participation. C'est cette règle de conditionnalité. Vous avez bon nombre d'entreprises, grandes, moyennes, qui arrivent à structurer leurs résultats pour ne pas verser, on va dire, de participation. Et c'est là où il y a une forme d'inégalité. Quand il y a super profit, il doit y avoir super participation. Pardon ? Est-ce qu'il faut réglementer plus? Est-ce qu'il faut contraindre plus pour que les entreprises, effectivement, donnent de la participation à leurs salariés? Écoutez, soyons très, très transparents. Qu'est-ce qui a été fait depuis les accords, plus exactement les ordonnances de 1967? Nous n'avons eu de cesse, ou plus exactement le pouvoir politique n'a eu de cesse que de renforcer, on va dire, l'élargissement de la participation. Donc oui, aujourd'hui, il faut aller plus loin si on veut s'assurer qu'il y ait un métage partage de la valeur. Ces instruments sont, par leur complexité, certes, par leur fiscalité mouvante, mais sont relativement peu utilisés par les petites et moyennes entreprises, et la participation reste insuffisante pour les grandes entreprises, et c'est là-dessus où il doit être débridé. Donc, il faut maintenir ce dispositif. Je ne suis pas certain qu'il faille inventer d'autres dispositifs. Le dividende salarié, je le redis d'ailleurs, figure en partie dans la loi, parce que quand vous regardez le chapitre 3 du livre du travail, c'est le dividende du travail qui parle d'instruments de participation et d'intéressement. À partir du moment où on l'étend à la prime partage de la valeur et qu'on met en place cette règle de conditionnalité, alors le dividende salarié prend tout son sens. Lucas Chancel, est-ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que ces outils, aussi intéressants soient-ils, sont à la hauteur de l'enjeu? Écoutez, moi je pense que par rapport à l'époque, ou disons le moment économique dans lequel on se trouve, que l'on pourrait qualifier peut-être de néo-propriétarisme. On a souvent parlé de néolibéralisme, ce tournant de Reagan, Thatcher depuis les années 80. Sauf que néolibéralisme, on a peut-être mis beaucoup de définitions sous ce mot, et finalement beaucoup de personnes ne voient pas exactement ce que cela recouvre. Mais par rapport à ce qu'on s'est dit dans cette session sur le retour du capital, sur le retour de la propriété, sur privé, le retour de la gestion privée de certains services qui étaient rendus publiquement par le passé.
là je rejoins totalement ce que disait Cécile Duflot et puis Philippe Askenazi. Voilà, on peut dire que le service public, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Moins il y a de services publics, plus il y a d'inégalités entre ceux qui possèdent via le marché et ceux qui ne possèdent pas, ceux qui n'ont pas de patrimoine. En France, comme d'ailleurs dans la totalité des pays riches, vous avez la moitié de la population qui possède moins de 5% de tout ce qu'il y a à posséder. Donc on est quasiment dans des sociétés où la propriété privée est abolie pour les 50% les plus modestes. C'est quand même un chiffre qu'il faut bien avoir en tête. La moitié de la population possède moins de 5% du total de tout ce qu'il y a à posséder, et ça ne va pas dans la bonne direction. Et donc, pour revenir sur ce gros mot de néopropriétarisme, c'est juste pour fixer les idées et voilà, bien comprendre là où on est. On est dans cette période où le poids du capital, le poids de la propriété privée reprend des proportions qui sont considérables dans l'économie, après un moment où collectivement, à travers un ensemble de taxes, de réglementations et d'investissements dans les bons secteurs, on avait réussi collectivement, dans les économies mixtes des années 50, 60, 70, 80, à vraiment compresser ce poids de la propriété privée. Et ça semblait plutôt bien fonctionner dans des économies démocratiques où il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais globalement, les économies n'étaient pas des économies exsangues, n'étaient pas des économies où les gens n'avaient pas envie de participer à l'activité économique, ce qui est souvent une des critiques faites à ceux qui disent bon, bah, ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus de services publics, un petit peu plus de gestion collective de certains modes de production de services ou de certains secteurs de l'activité. La réponse est de dire non, mais tout ça, ça va complètement décourager l'activité économique et finalement, on ne pourra plus rien faire. En réalité, ce qu'on voit, c'est que, voilà, comme le disait Philippe Askenazi, la NASA a réussi à mettre des gens dans l'espace. On a réussi à avoir un pilotage stratégique de filières de l'énergie ou des transports en Europe de manière relativement efficace et ça se passait assez bien jusqu'à ce tournant néo-propriétariste. Alors comment on fait pour réinverser la barre sous contrainte climatique? C'est un petit peu ça l'enjeu. Là-dessus, je pense que le dividende salarié, ça peut être une pierre à l'édifice, mais en mon sens, vraiment très nettement insuffisante. Et c'est là que sur cette question de la répartition de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise, il me semble que les propositions du type meilleure représentation des salariés dans les choix stratégiques des entreprises est beaucoup plus directe et beaucoup plus transformatrice. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en fait, vous avez déjà des pays européens qui ont commencé à faire ça depuis des décennies et des décennies. En Allemagne, les conseils de surveillance, vous savez, en Allemagne, les entreprises ont cette espèce d'exécutif bicéphale. Vous avez un conseil de surveillance qui vient chapeauter le conseil d'administration. Le conseil de surveillance va prendre les grandes décisions stratégiques et nommer les membres du conseil d'administration, où vous avez jusqu'à 50% des membres de ce conseil qui sont des représentants des salariés. Avec une voix, si jamais il y a égalité entre les actionnaires et les salariés, la dernière voix va à la présidence de ce conseil de surveillance. Mais tout ça pour dire que si on avançait vers ça, donc là, c'est l'État qui décide et qui dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, le droit des entreprises va imposer que les décisions se prendront comme ceci dans les CA des entreprises. Donc l'État français pourrait tout à fait le faire et pourrait le faire rapidement. Il me semble que ça a plusieurs effets positifs. C'est-à-dire que les enjeux et les intérêts des salariés seront mécaniquement mieux représentés. Il est aussi possible que les intérêts de long terme, les intérêts environnementaux soient aussi mieux représentés dans la mesure où il y aura une plus grande diversité des objectifs et des stratégies mises en concurrence, mises en discussion au sein de ces organes où on discute des stratégies des entreprises. Par ailleurs, avoir davantage de représentants salariés
dans ces lieux de pouvoir au sein de l'entreprise permet aussi de raviver toute la dimension de la démocratie sociale et la question de la représentation des syndicats. On est aussi aujourd'hui dans des sociétés malades de leur représentation syndicale, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de gens qui se mobilisent pour aller voter aux élections syndicales. Et on sait qui se syndiquent. Et on sait pourtant à quel point ces taux de représentation syndicale ont été clés au cours des 70 dernières années pour mieux organiser, répartir plus équitablement la valeur ajoutée au sein des entreprises. Donc ce type de proposition me semble plus transformateur, plus important que la question de l'actionnariat salarié. Et peut-être un petit point pour très vite, parce que répondre à Patrick Artus juste sur la question de la taxation de l'héritage. Et la question que se posait Patrick Artus sur, mais en fait, comment est-ce qu'on fait pour à la fois avoir des entreprises de taille intermédiaire et une taxation de l'héritage. En fait, voilà, le Japon est le pays qui a expérimenté les taux de taxation de l'héritage les plus élevés au monde. Ils ont été extrêmement élevés, même dans les années 80-90, et c'est un pays qui est également très reconnu pour son tissu d'entreprises familiales. Donc là, il n'y a pas d'incompatibilité absolue entre un type de taxe particulier et un type de tissu industriel ou certaines formes d'entreprise. Mais je rejoins aussi Philippe Ashkenazi sur le fait qu'on est dans un moment où certaines entreprises vont devoir, et nouvelles vont devoir émerger du fait de la transition écologique, et peut-être c'est mon dernier point de conclusion là-dessus, c'est aussi le moment pour la puissance publique de définir, dans le cadre de l'ensemble de ces nouveaux secteurs qui vont émerger, quels sont les secteurs où on a envie d'un pilotage stratégique, mais aussi peut-être de définir des secteurs qui ne seront pas soumis au profit, et d'autres qui le seront. Et je vois qu'il faut que je m'arrête là, donc je m'arrête ici. Je crois que Cécile Duflot voulait préciser quelque chose. Et avant que oui, je voulais appuyer ce que disait Lucas Chancel sur la question de la gouvernance des entreprises, parce que au-delà de la question de l'accumulation de la rente, le fait de privilégier la distribution, la rentabilité du capital par la distribution de dividendes a d'autres difficultés. C'est qu'il y a une sorte d'accord tacite qui se crée entre les dirigeants d'entreprises qui ont vu, et notamment dans les entreprises du CAC, leurs revenus multipliés par 4 en 20 ans, qui va de pair avec une redistribution des dividendes multipliée, elle, par 3 en 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intérêt bien compris à l'augmentation de la distribution de dividendes au détriment de la redistribution pour les salariés, mais aussi au détriment de l'investissement. Et c'est ce que nous avons mis dans notre dernier rapport sur le CAC 40, mais qui figure aussi dans le rapport France Stratégie, et que donc il y a un pilotage qui devient finalement beaucoup plus court-termiste. Donc changer la gouvernance et donner plus de place aux salariés, c'est aussi donner plus de place aux possibilités de transformation des entreprises. Et je veux juste rappeler ce chiffre. Si en 2018, on avait plafonné à 30% des bénéfices la distribution de dividendes dans l'ensemble des entreprises du CAC 40, on aurait financé cette année-là 98% des besoins en matière de transformation écologique du modèle de ces entreprises. Donc on a aussi, pour l'instant, pas parlé de cette question d'investissement, mais elle est fondamentale pour éviter une gestion court-termiste des entreprises. Et cette pression sur la distribution de dividendes, c'est vraiment, aujourd'hui on est parmi les records temporels, mais aussi en France, on est un des pays où on franchit année après année des records en matière de distribution de dividendes, y compris après la crise du Covid, et y compris après des moments de super profit qui sont basés sur une situation liée aux conséquences de la crise du Covid, pendant lesquelles c'est la puissance publique, les impôts et la solidarité nationale et européenne qui ont été au rendez-vous pour éviter que les entreprises pâtissent trop durement de la crise. Donc cette nécessité on va dire de solidarité inverse et de taxation différenciée des super profits, plutôt que la distribution de dividendes, elle apparaît quand même assez évidente. D'ailleurs, elle apparaît assez évidente pour beaucoup d'interlocuteurs, mais elle n'a pas donné lieu à une décision encore, et je pense que c'est préjudiciable parce que justement là, on va continuer à accroître et la logique court-termiste et l'aggravation des inégalités. Patrick Artus, est-ce que la gouvernance des entreprises, c'est une réponse au sujet ?
Oui, alors il y a une observation qui est importante, qui est que dans les années 1980-1990, la rentabilité des entreprises françaises ou la rentabilité des entreprises mondiales était 3% au-dessus du taux d'intérêt sur les dettes publiques. Et donc on avait un équilibre, hein, on avait ce qu'on appelle la prime de risque, hein, la prime de risque de notre entreprise était à peu près normale. Ce qui s'est passé après, c'est que la rentabilité des entreprises, hein, ce qu'on appelle le ROE, n'a pas bougé, hein, il est resté au niveau des années 1980-1990, et les taux d'intérêt sur les dettes publiques ont considérablement baissé. Et donc il s'est créé un grand écart entre la rentabilité des entreprises et le coût de la dette publique, qui est totalement normal. Et donc je suis tout à fait d'accord avec mes camarades. Il n'y a aucune prime de risque ne justifie un excès de rentabilité des entreprises de 10-12 points comme on a eu dans la période récente. Voilà. Et donc il faut effectivement il faut probablement prendre des mesures, mais ces mesures vont se prendre probablement toutes seules. La transition énergétique va obliger les États effectivement à faire beaucoup d'investissements dans la transition, mais le secteur privé à faire beaucoup d'investissements dans la transition. Donc je crois qu'on va avoir une correction, alors partielle, mais correction mais automatique, que la rentabilité du capital du secteur privé dans les pays, surtout dans les pays européens, va baisser, hein, et va se corriger en partie spontanément. Mais il faut voir que c'est cette dynamique, hein, d'écartement de la rentabilité du capital pour les entreprises privées et de coût de la dette publique qui a créé cet effet boule de neige, hein, de l'accumulation de richesses. Alors, une autre façon de corriger l'excès de rentabilité du secteur privé, ça serait non pas d'utiliser de l'actionnariat salarié, non pas d'utiliser précisément de l'actionnariat salarié, ça serait non pas d'utiliser de l'intéressement, de la participation, mais de l'actionnariat salarié. Dans les grandes entreprises françaises, l'actionnariat salarié, c'est 3,5% du capital. Et c'est extrêmement peu. Et je crois qu'on aurait beaucoup à gagner à développer considérablement l'actionnariat salarié. On pourrait avoir des objectifs de 10% de capital ou même plus, parce que ceci entraînerait deux conséquences. Un poids des actionnaires salariés dans le capital de leur entreprise beaucoup plus important. Mais je suis frappé d'ailleurs que même au niveau actuel, il ne faut pas sous-estimer le poids des actionnaires salariés dans le capital des entreprises. Le poids dans le processus de décision est relativement déjà substantiel. Mais évidemment, si on avait un actionnariat salarié beaucoup plus important, on aurait un poids beaucoup plus important. Et puis, deuxièmement, cela diluerait les actionnaires anciens. Hein, cela étalerait le capital des entreprises sur plus d'actions et cela aboutirait finalement à un transfert de patrimoine, de richesse des actionnaires anciens, des actionnaires traditionnels vers les actionnaires salariés. Philippe Askenazy, il y a beaucoup de questions et il y en a une que j'ai envie de vous poser. On parle de la participation des salariés. Est-ce que le rôle des syndicats aussi comme représentants du développement de l'entreprise et comme poids dans la distribution des profits, enfin la répartition de la valeur ajoutée est important et qu'est-ce qui a changé et est-ce que c'est un élément qu'il faut regarder d'un peu plus près ? Alors, au niveau international, il y a quand même de plus en plus une convergence de travaux qui montre que l'effondrement du pouvoir syndical à travers le monde a participé à une déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment du travail, voilà, de manière assez claire. Donc à partir de là, il faut essayer de voir quel type d'outils pour revitaliser
une action collective, une mobilisation collective du monde du travail. Alors on pourrait dire, finalement, basculons dans le monde de l'actionnariat salarié. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même aujourd'hui, là où il y a de l'actionnariat salarié, il est ultra inégalitaire. C'est-à-dire que ceux qui achètent des actions, c'est essentiellement des cadres. Ce n'est pas l'ouvrier de base de l'entreprise. En tout cas, il y a vraiment une distribution. Même si l'ouvrier en achète, il en achète avec un ratio de 10 à 20 par rapport au cadre bien souvent. Donc on reproduit l'inégalité de patrimoine, se reproduit au sein de l'entreprise. Ensuite, les entreprises ont tendance à les utiliser. On l'a bien vu dans certains raids sur par exemple, une grande banque française. Les actionnaires salariés ont été utilisés pour protéger l'entreprise plutôt que véritablement participer d'un partage. Alors, sur le cas allemand, pour rebondir à ce que avait pu dire Lucas Chancel, il y a des travaux de collègues allemands ont des difficultés pour montrer que cette présence des travailleurs dans les lieux de décision change grand-chose. Et l'Allemagne, lorsqu'on regarde le partage capital-travail, a connu une baisse nettement plus marquée que ce que l'on peut avoir en France. Donc se pose la question finalement de retrouver des éléments de rapport de force, donc à nouveau une revitalisation du monde syndical. Donc il y a une question posée au monde syndical, ça je ne développerai pas, ça serait vraiment trop long. Et puis peut-être on peut se poser des questions toutes simples aujourd'hui, tout simplement un respect du droit. Il y a une accumulation de travaux qui montre une discrimination syndicale en France. Pourquoi on accepte finalement qu'il y ait discrimination sur les carrières des syndicalistes? Et puis, il y a toutes sortes de stratégies pour éviter une représentation du personnel en entreprise. Je travaillais beaucoup sur le cas du commerce. On a ce qu'on appelle les super franchisés. Alors les super franchisés, ce sont des groupes familiaux en fait qui n'apparaissent même pas dans ces fameuses ETI où on est propriétaire de toute une série avec à travers la sœur, le frère, le cousin, etc. Tout ça paraît indépendant de toute une série de magasins par ailleurs appartenant à différentes chaînes et enseignes. Et en fait, vous avez localement, et je vous invite d'essayer de faire des enquêtes, il y a des journalistes ici sur des vallées des Alpes, je n'irai pas plus loin parce que comme chercheur, j'ai accès à certains types de données, mais c'est des données fiscales, donc on ne peut pas, pas aller plus loin, mais allez faire des enquêtes, vous apercevrez que localement, vous avez en fait l'essentiel du commerce qui est tenu par un même groupe capitaliste ou familial de super franchisés. Ce qui fait que vous avez parfois quelques centaines de mètres de magasins qui les salariés s'imaginent être dans 2 enseignes différentes, en concurrence, donc c'est pour ça qu'il faut baisser les salaires, etc. Alors que les prix sont élevés. Pourquoi? Parce que c'est contrôlé en fait par le même acteur. Donc on a un vrai problème à la fois d'information du monde du travail, alors un problème de concurrence, de vous comme consommateur, d'information, et puis du monde du travail aussi, parce qu'on a ce qu'on appelle les unités économiques et sociales. Dans ce genre de cas, eh bien, ces 2 magasins ne devraient faire qu'un d'un point de vue social et devraient pouvoir être en capacité de se mobiliser, d'exiger, et notamment d'exiger une participation aux résultats de l'entreprise. Et contrairement à ce qu'a pu dire Thibault Lansat, on est allé de plus en plus, et je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a un renversement, et je le loue tout à fait, un renversement. On est à chercher à affaiblir la participation à travers l'acceptation finalement de ce découpage d'entreprise en plusieurs morceaux. Vous êtes à 50 salariés, on vous coupe en petits morceaux. Et par le fait, je vous rappelle, une des premières lois du premier quinquennat Macron a été, au nom de lisser un seuil social, de repousser lorsqu'une entreprise atteint le seuil de 50 salariés, ce n'est que 5 ans plus tard, désormais, qu'il y a obligation d'avoir de la participation. Et je crois que là, on est en train de revenir sur ces erreurs à la fois de partage et d'éléments de motivation des salariés. Alors, on a encore pas mal de questions. Je voudrais revenir sur un tout autre sujet qu'a abordé notamment Cécile Duflot, c'est celui du logement, de l'amour des Français pour la propriété. La question, c'est aujourd'hui, on a 58% des Français qui sont propriétaires de leur logement. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une bonne chose ? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. C'est très compliqué dans un certain nombre de cas. Quand vous êtes propriétaire de votre logement, que vous habitez dans votre bassin d'emploi d'une très grande entreprise, que vous êtes licencié comme l'intégralité de vos collègues et que vous ne pouvez pas vendre votre bien, que vous ne pouvez donc pas partir pour trouver du travail ailleurs parce que vous n'arrivez pas à vendre votre maison parce que le crédit n'est pas terminé,
bah, ça peut être très compliqué. Ça peut être à l'inverse une source de stabilité si vous êtes propriétaire parce que vous avez hérité, que vous n'avez donc pas de loyer et que donc vous êtes dans une ni de remboursement de prêt, que vous êtes dans une situation très différente. Donc être propriétaire en remboursant sa propriété n'est pas du tout la même chose que d'avoir hérité et d'être propriétaire sans payer de remboursement d'emprunt. Je pense d'ailleurs que la question d'une modulation de la taxe foncière pourrait se poser. Hein. C'est parce que c'est pas la même chose d'habiter un logement dont on a hérité et de rembourser un emprunt. En revanche, ce qui est certain, c'est que, et il y a une étude d'un chercheur d'une université lyonnaise qui l'a montré, c'est que je vais revenir sur cette étude après, on a une situation actuelle qui est d'une augmentation très importante de la valeur de l'immobilier relativement aux revenus, de manière très importante. Et je ne parle pas du prix du mètre carré à Paris versus à Londres, c'est le prix du mètre carré ou le prix d'un 2 pièces de 50 mètres carrés par rapport au revenu médian. Les proportions ont énormément augmenté, avec des impacts sur le poids des dépenses logement dans le budget contraint des ménages. Donc vous avez beau avoir une augmentation globale et moyenne des rémunérations, si le poids de vos dépenses contraintes, et la dépense logement est la première des dépenses contraintes, augmente en proportion de vos revenus de manière significative. Pour avoir une ordre d'idée, on est passé de l'ordre de moins de 30% à plus de 50% pour les 10% les plus pauvres depuis les années 60, alors que pour les 10% les plus riches, le seuil, la proportion est de 10%, elle est parfaitement stable. On n'est pas dans la même situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a un vrai sujet de contention des loyers, parce que, et là c'est un chercheur donc lyonnais qui l'a montré, en analysant des cohortes d'immeubles de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, les périodes de blocage de loyers ou d'encadrement des loyers n'ont pas eu d'effet sur l'entretien des logements ou des bâtiments, mais ils ont eu un effet très direct sur la valeur du bien lui-même. Et c'est vrai que la libéralisation totale des loyers à partir de 1986 n'a pas eu un effet sur la construction, parce qu'on pourrait dire, quid de la construction de logements sociaux, on pourrait imaginer qu'on construit plus largement. C'était d'ailleurs la théorie de ceux qui étaient pour la libéralisation des loyers, en disant bah, du coup ça va pousser à construire plus. Sauf qu'en fait, c'est pas comme le prix des montres. Vous construisez pas des logements comme ça. Il y a des permis de construire, il y a des dynamiques locales, il y a le lien avec l'emploi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc je pense vraiment que la puissance publique s'empare de ce sujet-là, me paraît être une nécessité, puisqu'on n'est même pas sur un bien de première nécessité, mais sur un besoin vital. Ça fait partie des besoins vitaux de l'être humain d'avoir un abri, comme manger, boire ou dormir. Donc je crois vraiment qu'il faut être conscient du fait que là on est quand même dans un moment de bascule. Et d'ailleurs certains chercheurs qui ont travaillé sur la crise des gilets jaunes disent que c'était moins une crise de l'augmentation du prix de l'essence qu'une crise de l'augmentation du prix du logement. C'est-à-dire que l'augmentation du poids de la dépense logement dans les budgets des ménages est tellement élevée que toute nouvelle dépense contrainte qui augmente un tout petit peu rend la situation totalement ingérable. Et donc je pense que là-dessus, il y a vraiment... Alors je le dis parce que c'est un sujet qui mobilise peu les chercheurs, mobilise peu les économistes, alors que pourtant, il concerne 100% des Français, mais 100% des Européens et 100% des habitants en fait à la surface de la Terre. Juste en 2 minutes, Patrick Artus, une France de propriétaires, c'est bien ou c'est mal? Oui, enfin, les Allemands ont une technique tout à fait, je pense, supérieure aux Français. Les Allemands sont majoritairement locataires pendant leur vie active et simplement deviennent propriétaires à la retraite. Et c'est probablement extrêmement supérieur, par exemple, pour la mobilité géographique des emplois. Une remarque sur Cécile, il ne faut pas oublier la politique monétaire. Nous avons eu 20 ans de taux d'intérêt extraordinairement élevés, extraordinairement bas. Ça a fait monter tous les prix des actifs, ça a fait monter les prix de l'immobilier, ça a fait monter la valeur des entreprises, ça a fait monter les cours boursiers, et ça participe beaucoup à notre débat de ce soir, parce que c'est effectivement c'est la partie de la richesse des Français plus aisés et c'est pas la partie de la richesse des Français modestes, et probablement l'évolution future, le retour de l'inflation, de l'inflation liée à la transition énergétique va corriger une partie de ça. Mais voilà. Mais
probablement, nous payons ici la fascination des banques centrales, et particulièrement de la Banque centrale européenne, pour le contrôle de l'inflation, et pas du tout la fascination pour le contrôle des prix des actifs. Alors, on va prendre une dernière question pour conclure ce débat, puisqu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que tout ce qu'on dit ici sur ce plateau depuis près d'une heure et demie, ça prouve que la théorie du ruissellement ne marche pas? Alors, si Lucas Chancel nous entend, parce que moi je ne le vois plus, est-ce que vous voulez commencer la réponse? Non, je ne l'ai pas. Bon, qui veut prendre le micro? Ah si, on l'a retrouvé. Alors, la théorie du ruissellement, est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Écoutez, si on regarde 3 décennies de travaux en macroéconomie, au fond, ce que nous disent les macroéconomistes, c'est qu'ils savent pas vraiment ce qui fait la croissance d'une société à long terme, ce qui va l'expliquer, que c'est très compliqué à déterminer. Et par conséquent, cette théorie du ruissellement qui a consisté à dire, en fait, si on réduit les taux d'impôt tout en haut, alors ça va ruisseler et on va avoir une croissance pour tout le monde. En fait, on ne sait toujours pas bien si ça crée plus de croissance ou pas. Par contre, il y a quelque chose qu'on sait très bien mesurer et qu'on sait désormais très bien, c'est que réduire les taux d'impôt sur le capital comme on l'a fait depuis 30 ans, sur les hauts revenus du travail comme on l'a fait aussi dans de nombreux pays, ça augmente les inégalités, ça augmente la concentration des dividendes, ça augmente la concentration des patrimoines, etc. Donc en fait, le ruissellement, ça a souvent été une stratégie pour tenter de légitimer des baisses de progressivité fiscale pour des gains potentiels qui pourraient être là en théorie dans certains modèles économiques, sauf que en théorie, tout est justifiable. On peut penser à toutes les théories possibles qu'on veut. Par contre, en pratique, clairement, c'est pas vraiment ce qu'on a observé depuis les années 80. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait encore de la marge par rapport au taux d'impôt qu'on pouvait demander aux plus aisés, aux grosses entreprises. Et là, peut-être un dernier point là-dessus, une des réactions, des réponses à ça, c'est de dire oui, mais il y a aussi cette question des entreprises, des grandes entreprises ou des individus très fortunés qui quittent le pays. Sauf que là, il me semble important de rappeler qu'il n'y a pas de loi naturelle sur ces sujets-là, c'est des choix fiscaux. Et typiquement, aux États-Unis, vous avez une exit tax qui peut aller jusqu'à une vie entière. C'est-à-dire, si vous quittez le pays, potentiellement jusqu'à la fin de vos jours, vous serez redevable au fisc américain. En France, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, cette exit tax française a été en partie ratiboisée par le gouvernement. Là encore, on est dans des choix politiques. Tout ça, ça s'organise. Tout ça, ça se débat. Et il y a beaucoup moins de lois naturelles qu'on a pu laisser entendre depuis plusieurs décennies sur ces questions fiscales et sur cette question de la croissance générée ou pas par les réformes fiscales qui s'opèrent au sommet de la distribution. Merci Lucas Chancel. Cécile Duflot voulait ajouter, Philippe Pascal. Oui, en fait, j'étais un peu... enfin, je crois qu'on a tous partagé ça, en disant que c'est surtout une formule. Et ça a effectivement été une formule qui a servi à justifier des allègements fiscaux. Ce qu'on sait, en revanche, c'est comment on peut mobiliser de l'argent par la redistribution, et notamment pour les services publics, et que sinon, ils sont amputés. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Elon Musk. Bien sûr que oui, sa fortune, comme la fortune de ceux de milliardaires qui ont récupéré des licences de télécommunications, sont toujours liées à soit un héritage, soit l'appropriation de ce qui aurait pu être un service public. Mais bien sûr que là, il a été... SpaceX vient d'être re-sauvé une 4e ou une 5e fois par une commande opportune, voire opportuniste de la NASA. Donc ça a été une justification. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est que l'usage de l'argent pour des services publics et pour assurer une solidarité au moment M est efficace. Donc comme dans un truc hypothétique qui a surtout servi de cache-sexe, on n'est pas certain, qu'à l'inverse, on sait ce que peut faire
au moment M de la redistribution, le choix entre fortune privée et services publics, pour nous, pour Oxfam, il est une évidence. Philippe Askenazi, vous voulez ajouter quelque chose en Oui, et puis c'est quand même important de noter que ça n'a jamais été une théorie économique, le ruissellement. C'est avant tout une théorie politique qui a été construite, mise en avant par les républicains américains au milieu des années 1970. Donc voilà, il ne faut pas aussi non plus se faire piéger au sein de discours qui se veulent être, disons, posés par des outils idéologiques. Eh ben, Philippe Artus, Patrick Artus, vous voulez conclure, non? Oui, non, non, mais je crois qu'il ne faut pas tout à fait... la théorie du ruissellement ne marche pas, enfin ça n'existe pas. Il ne faut pas tout à fait croire que nous en sortirons uniquement par une hausse de la pression fiscale. Je crois qu'il y a plein d'autres politiques qui sont nécessaires, et particulièrement les politiques d'éducation, les politiques qui font monter le taux d'emploi, et que faudrait pas se focaliser sur la fiscalité. Il faut se focaliser sur beaucoup d'autres politiques qui participent à l'efficacité de l'économie. Je crois qu'effectivement, de toute façon, on n'a pas épuisé le débat. Merci en tout cas à tous, Patrick Artus, Cécile Duflot, Philippe Askenazi, Lucas Chancel et Thibault Langsad, qui a dû nous quitter en cours de route. Écoutez, merci d'être venus.